Bonjour, juste quelques mots d'introduction sur ce premier talk de la 12e édition de Drawing Now Art Fair que nous avons voulu placer sous les rapports de la bande dessinée et du dessin contemporain. Et donc ce premier talk qui va être modéré par Vincent Bernière, qui est rédacteur en chef des Cahiers de la BD, va permettre des échanges entre Anne-Hélène Hogg, qui est directrice du musée de la Cité de la BD d'Angoulême et de Cité de l'Image, c'est un peu compliqué votre nom, et Johanna Schipper, qui est auteure de bande dessinée. Donc nous avons une exposition dans laquelle nous avons nous avions pioché dans quelques réserves, mais pas tout, hein, loin de là, de la Cité d'Angoulême, et nos commissaires d'exposition ont mis en relation un certain nombre d'œuvres d'artistes contemporains. Mais là, le sujet, c'est vraiment ce qui nous semble important, c'est par rapport à une institution comme la Cité, de voir comment les artistes peuvent collaborer avec cette institution, comment les relations se mettent en place, et voilà, est-ce que ça apporte à tous ces auteurs et au public qui peut découvrir de magnifiques expositions à la Cité. Voilà, je vous laisse la parole. Merci Christine. Bien, Johanna, un petit peu plus précisément, dans le cadre de la présentation, vous êtes autrice de bande dessinée. Majoritairement, on va dire, parce que vos activités sont assez variées. On dit autrice ou on dit auteur ou... Maintenant, l'usage est admis, à nouveau admis, on dit autrice. C'est le mot exact. Certains prétendent que c'est pas très joli, alors souvent on leur rétorque que actrice, c'est la même terminaison. En tout cas, vous frayez votre chemin dans le milieu de la bande dessinée depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Disons, je me souviens, période qu'on évoquait tout à l'heure, qu'on s'était rencontrés lors du grand déballage qui avait eu lieu en 1997. Oui, à Paris. À Paris, dans un premier temps, donc autour de ce grand mouvement de la bande dessinée alternative et indépendante, on va dire européenne, américaine aussi, un petit peu au sens large. Et depuis, c'est vrai que vous avez mené une carrière sur laquelle on pourrait revenir, frontalement, en expérimentant des formes assez diverses et aussi en se confrontant plusieurs fois aux institutions, que ce soit les instituts français à l'étranger, ou les musées, ou disons, le cadre institutionnel au sens large. Est-ce que vous pouvez revenir brièvement un petit peu sur ce parcours-là? Tout à fait. Alors, bonjour à tous. Effectivement, donc je pense que pour simplifier un petit peu, on peut voir les choses en décennies. J'ai été étudiante donc, à Angoulême, où je suis revenue donc, il y a 8 ans pour enseigner. Dans cette célèbre école qui a commencé à faire un enseignement, donc à donner un enseignement de bande dessinée en 1983. C'était une nouveauté à l'époque, à l'intérieur d'une école d'art. Et c'est toujours le cas, c'est une école d'art supérieure, où l'enseignement de bande dessinée est complètement fusionné avec les autres enseignements de pratiques artistiques diverses. Et donc, je suis allée donc, dans cette école, et au sortir donc, de mes études, on va dire les premières étapes de ma carrière artistique ont été surtout effectivement une activité dans le cadre de publications à compte d'auteur et dans la mouvance effectivement de cette bande dessinée dite indépendante qui naissait dans les années 90 en France et aussi en Belgique. Et notamment, par exemple, j'ai participé, j'ai publié dans les premiers numéros de Ego Comics. Et ensuite, en parallèle, évidemment, j'ai fait plusieurs choses. J'ai répondu à des travaux de commande plutôt comme illustratrice. Et j'ai été, grâce à un petit peu le hasard des rencontres, commissaire de 2 expositions pour l'AFA, qui est donc actuellement l'Institut français, pour le réseau français à l'étranger, autour de la bande dessinée.
On arrive dans les années 2000 et c'est là où en fait j'ai pu accompagner voilà, une période qui était pour moi, enfin qui reste pour moi un âge d'or de la bande dessinée, 2000-2010, c'est vraiment cette décennie-là, où notamment par le fait que ces jeunes éditeurs nés dans les années 90 ont promu des nouveaux formats et des nouvelles thématiques dans la bande dessinée. Beaucoup plus sur la bande dessinée du réel, l'autobiographie, des contenus beaucoup plus littéraires que ce qu'on pouvait voir 10 ans auparavant. Tous les éditeurs se sont mis à ouvrir leur catalogue à des nouvelles formes. Et à ce moment-là, j'ai commencé par travailler avec les éditions Delcourt et puis ensuite avec les éditions Futuropolis. En 2010, j'avais fait une dizaine d'albums, donc vraiment un rythme, on va dire, de production assez classique pour les auteurs dits complets, c'est-à-dire ceux qui dessinent et écrivent en même temps, pour finalement, de mon point de vue, avoir un petit peu exploré les limites, on va dire, de l'écriture que j'avais à l'époque, qui était vraiment tournée vers une forme très picturale de bande dessinée. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a proposé donc d'être enseignante à Angoulême, donc je suis revenue aux sources, et j'ai intégré en fait à ce moment-là le second cycle art, ce qui était en fait pour moi tout à fait logique, à la fois par rapport à mes réflexions, mais aussi par rapport à là où en était la bande dessinée à ce moment-là. Et donc, ça m'a passionnée de vraiment réfléchir à comment on pouvait enseigner la bande dessinée, on va dire, comme une expression faisant partie du champ de la contemporanéité de l'art, peut-être pas encore complètement de l'art contemporain, bon, on pourra en discuter, mais voilà. Donc c'est ce que je fais depuis 8 ans. Et on va dire, en tant qu'autrice, j'ai un peu ralenti la production, c'est-à-dire le travail pour le marché de l'album. Et j'ai commencé à expérimenter, notamment autour de récits de rêve, autour de formes novatrices comme voilà, la bande dessinée interactive. Voilà, on voit quelques images derrière. Ça, c'est une résidence que j'ai fait l'année passée. On a vu des installations aussi. Ouais, et des installations, notamment avec le collectif In Wonder, qui est né il y a 2 ans et pour lequel j'ai aussi collaboré, avec lequel j'ai collaboré à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image à Angoulême. On va revenir sur les rapports avec la Cité et aussi sur les considérations d'ordre esthétique, sur les rapports entre l'art et la bande dessinée, puisque c'est le sujet aussi de ce salon. Mais j'ai relevé quand même que vous disiez 2000-2010, l'âge d'or, un certain âge d'or de la bande dessinée, parce qu'il y en a eu plusieurs oui, tout à fait. au cours de l'histoire de la bande dessinée. Bien sûr. Je souscris entièrement à cette idée. Vous évoquiez aussi le fait que depuis la fin des années 2010, alors que vous publiez à l'époque, disons, au rythme d'un album par an, vous vous êtes un petit peu écarté donc, pour aller vers l'enseignement, on l'a compris, mais c'est terminé donc cet âge d'or ? Alors, ça dépend de quel point de vue on se place, évidemment. Il y a des problématiques du point de vue des auteurs ou des autres, voilà. Vous allez me dire. Je pense que c'est vraiment à ce niveau-là que très clairement, il y a on va dire, une remise en question d'un type de fonctionnement qui est, sur lequel étaient basés aussi des critères esthétiques liés à la bande dessinée, qui était l'idée que l'on faisait de la bande dessinée comme un métier. Alors, là aussi, il faut s'entendre sur les mots. Les jeunes auteurs, et notamment jeunes auteurs, autrices que je forme, ou que nous formons à l'École européenne supérieure de l'image, où j'enseigne, ont, on va dire, une approche très professionnelle de leur travail. On peut même dire qu'ils ont développé aujourd'hui des casquettes professionnelles à différents niveaux. Ils sont éditeurs, ils sont auteurs, ils sont plasticiens, parfois réalisateurs. Ils ont vraiment on va dire, une formation qui doit être vraiment pluridisciplinaire également dans la manière dont ils envisagent leur carrière. En revanche,
l'idée même de créer pour un marché qui serait un marché de l'album dans lequel il pourrait évoluer et on va dire construire un parcours comme c'était encore le cas dans ma génération, c'est-à-dire avec une fidélité à un ou deux éditeurs et une reconnaissance, on va dire, à travers un travail régulier pour ce marché-là, est totalement remis en question aujourd'hui, à cause d'un autre phénomène qui est peut-être un peu la conséquence de cet âge d'or et de cette diversité des formats et des sujets et des possibilités, on va dire, en matière d'édition, et qu'on appelle la surproduction, en fait. C'est clair que le statut a changé. Je rappelle qu'auparavant, les auteurs, très peu d'autrices, en tout cas plutôt invisibles, on va dire, dans l'histoire de la bande dessinée, travaillaient de façon professionnelle, un petit peu comme des tâcherons au sein de l'illustration et de la bande dessinée. Puis ensuite, c'est devenu une vocation, disons, contre-culturelle dans les années 60 et 70, jusqu'à devenir effectivement professionnelle, puis subir les coups de la surproduction. Alors, j'en viens à vous, Anne-Hélène. Vous êtes donc directrice du musée de la bande dessinée, au sein de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. Je ne me suis pas trompé dans les indications, Anne-Hélène, hein, parce que ça a un petit peu changé à l'époque où on a commencé. Je ne sais pas si mon micro est allé. Oui, ça va, merci. Avec Johanna, ça s'appelle le CNBDI. C'était un petit peu barbare. J'ai connu le CNBDI. Centre national de la bande dessinée et de l'image. À l'époque où d'abord où il a commencé à exister, puis en 2007, lorsque j'ai fait l'exposition à Paris de Superman au chat du rabbin, eh bien, nous avions emprunté des œuvres au CNBDI. On peut revenir rapidement sur votre parcours, parce que c'est important dans le cadre institutionnel de voir un petit peu comment les gens... Oui, alors, je ne suis pas du tout une spécialiste de la bande dessinée. Nous avons des conseillers scientifiques à la Cité, qui sont eux des connaisseurs et qui sont en alerte. Alors, il y a Jean-Pierre Mercier. Il y a Jean-Pierre Mercier, Thierry Grunstein, qui a l'honneur d'avoir, enfin l'honneur et le mérite d'avoir été le premier à créer le musée de la bande dessinée au cœur du CNBDI précisément. Dans les années 90, je crois. Oui, à l'époque où Jean-Marc Delocq-Fourcault était... Bon, il faut dire qu'il y a eu... Alors, je continue sur mon parcours, mais je pense que pour expliquer la structure des choses et le statut de la BD aujourd'hui et pourquoi une institution, qu'est-ce que peut faire une institution comme la Cité, je pense que le fait que moi je ne sois justement pas une spécialiste, ça amorce aussi une nouvelle façon de regarder la bande dessinée et d'en parler, et certainement aussi une nouvelle relation ou une nouvelle façon de regarder le rôle de la bande dessinée dans la culture en général, dans la culture populaire, mais aussi dans l'histoire du regard. C'est-à-dire qu'on s'est longtemps plaint que la bande dessinée était un domaine très restreint, très méprisé, qui avait du mal à se faire sa place, etc., qui n'avait pas de reconnaissance. Aujourd'hui, je pense que le débat est clos là-dessus. Maintenant, la question, c'est du comment élargir et vers quoi élargir le monde de la bande dessinée, justement, quels sont les ponts, quels sont les réseaux qui existent déjà, mais dont il faut tenir compte, dont il faut rendre compte. Et donc, à ce titre, ma venue au musée en novembre dernier, donc c'est pas très vieux, vient d'une idée, je pense, d'abord et de faire que le musée fonctionne comme un musée, c'est-à-dire avec tout ce qui est aujourd'hui, au XXIe siècle, la tâche d'un musée, c'est-à-dire plus seulement d'engranger des œuvres, mais aussi de savoir les montrer, et aussi de réellement connecter en fait cette culture avec les populations environnantes. Il y a aussi des directives très importantes qui est de réinjecter réellement de la culture, de la présence de la bande dessinée comme culture dans des groupes de population, je pense aux jeunes particulièrement, qui sont beaucoup plus Internet que lecture d'albums, contrairement à ce qu'on pense, qui sont sur des flux d'images totalement différents de ceux de la BD. Et puis il y a aussi les liens à faire maintenant avec tout ce qui est autour de l'image numérique inspirée par la bande dessinée, c'est-à-dire bien sûr le film d'animation, ce qui est un fait depuis longtemps à Angoulême, le jeu vidéo, ce qui est aussi pris en compte, mais tout ce qui en fait irrigue, c'est-à-dire à la fois s'inspire et à la fois redonne finalement de la dynamique à la création de l'art séquentiel. Donc l'art séquentiel animé, l'art séquentiel dessiné sur papier, et bien sûr rappeler aujourd'hui que nous sommes en train d'évoluer
et le musée, c'est son rôle de le faire, non seulement d'ouvrir à tous le plus largement possible et d'expliquer à tous le plus largement possible, mais nous sommes en train d'évoluer vers un numérique accessible à tous. Et donc, nous nous détachons de la matière. Et j'en parlais avec Johanna, c'est-à-dire qu'il faut rappeler que dessiner, c'est un affrontement pratiquement physique du dessinateur avec le médium. Et que donc, chaque dessinateur a son rapport de force, qui est l'équation, finalement, entre sa vision, ce qu'il aimerait faire, le matériau qui l'aidera le plus à le faire, et le format dans lequel la chose peut exister sur papier, puis exister dans l'impression. Et donc dire que la bande dessinée est destinée à l'impression, c'est pas une nouveauté. Mais dire qu'il faut rappeler que pour qu'il y ait impression, il faut qu'il y ait affrontement de la matière, composition, discours séquentiel. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un storyboard de film. On va bien au-delà de ça. Et toutes les transgressions que les dessinateurs ont fait ces 30 dernières années sur les formats du récit, c'est-à-dire s'extraire de la case, s'émanciper de la case, conquérir en fait des espaces, amener le regard du lecteur à franchir les barrières du trait pour finalement développer de nouveaux volumes et donc construire de nouvelles compositions sur l'espace de la page, c'est quelque chose d'essentiel. Et le musée doit rendre compte aujourd'hui de ça. Il doit rendre compte aussi d'une chose dont on ne parle pas, peut-être entre spécialistes, qui est le lettrage, qui est quelque chose d'essentiel dans la bande dessinée quand vous avez du récit. Lettrage qui, de nos jours, se fait plutôt informatiquement, aux grandes dames d'un certain nombre. Alors, Anne-Hélène, oui. Je reconnais bien là votre verve esthétique, mais... Je n'ai pas donné mon parcours, effectivement. Non, c'est pas très grave. Je rappelle simplement aux gens qui sont là que vous avez notamment initié au sein du Musée d'art et d'histoire du judaïsme 2 expositions importantes dans l'histoire de la bande dessinée contemporaine. Peut-être que j'oublie d'autres thématiques, mais en tout cas 2 Superman au chat du rabbin. Oui. Ah oui, il y en a 3, oui. Les mondes de Gottlieb et René Goscinny au Delà du rire, effectivement. Et puis Luz, qui était, alors là encore, une autre façon de montrer la bande dessinée. Oui, c'est vrai. Oui. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, parce que c'est assez nébuleux, en tout cas même pour moi, à titre informatif, la Cité internationale de la bande dessinée de l'image, donc qui se trouve à Angoulême, pas très loin du pôle image, on appelle encore ça le pôle image, je crois, qui s'occupe pas mal Paul Magélis, de générer notamment des films d'animation. Justement, de façon un peu plus claire, si on se focalise dans un premier temps sur le musée, et après peut-être qu'on parlera de l'école européenne supérieure de l'image, ça consiste en quoi exactement le musée? Moi, quand je vais à Angoulême, 1 ou 2 fois par an, j'adore me confronter à la collection permanente, par exemple, dans les nouveaux chais au-delà de la Charente. Je sais qu'il y a des collections d'imprimés très importantes au musée, une collection de planches et d'originales de bande dessinée aussi importante. Comment vous menez votre barque parmi tous ces éléments? Oui, alors, la cité est composée de plusieurs structures. C'est une constellation, on va dire, qui rassemble un musée, une bibliothèque qui est extrêmement importante parce qu'en fait, la bibliothèque médiathèque a été la première forme de ce qu'on appelait le Centre national de la bande dessinée et de l'image quand ça a été créé, c'est-à-dire que c'est avant tout des livres. Et puis, il y a une librairie, il y a un cinéma d'art et d'essai, et il y a un département d'action culturelle qui organise donc différents types d'actions. Et puis, chose très importante et ancienne, c'est la Maison des auteurs. Et donc, cette Maison des auteurs, elle joue un rôle essentiel, et on l'oublie souvent, puisqu'elle consiste à offrir à des auteurs de bande dessinée qui sont en recherche sur des projets une résidence afin de leur permettre de faire ce que font tous les auteurs quand on leur offre des résidences, c'est-à-dire de travailler sur un sujet avec une certaine sérénité et de leur donner les moyens de faire ce qu'ils veulent. Et en même temps, cette résidence-là permet à l'auteur de sortir de son isolement ou du cercle, l'environnement qu'il a l'habitude d'avoir, pour rencontrer des Coréens, des gens d'Amérique latine, des gens qui viennent du nord de l'Europe,
italien, espagnol, français, de différentes régions de la France, c'est-à-dire chaque fois des traditions, des visions, des langages, etc. différents. Vous avez été en résidence, Johanna, à la Maison des auteurs? Absolument. Et donc, on a vu sortir de là, il y a beaucoup d'auteurs, y compris coréens, etc., et indiens, et tout ça, qui sont passés et ont eu la possibilité de faire ce séjour. Et donc, à mon sens, si on se pose la question du dessin contemporain et de l'auteur, je dirais que c'est là que vraiment le rôle de la cité pour les auteurs et pour la politique des auteurs est vraiment décisif, parce que rares sont les possibilités de faire des résidences pour des auteurs qui se consacrent au 9e art. Alors, j'aime bien employer l'art séquentiel, parce que la bande dessinée, aujourd'hui, c'est un océan, n'est-ce pas? Vous pouvez rajouter le Pacifique, l'Atlantique et tout ce que vous voulez ensemble. Dans la bande dessinée, il y a des choses extrêmement diverses. Je suis toujours un petit peu gênée maintenant quand on parle de bande dessinée comme ça, parce qu'il y a vraiment des formes, des styles, des genres extrêmement divers. C'est comme si on parlait de littérature en permanence et qu'on oublie qu'il y a du polar, de la fiction, de l'héroïque fantasy, de l'autobiographie. Alors vous dites l'art séquentiel. L'art séquentiel, le 9e art, moi, ça me semble... Alors, quand on continue à employer le terme bande dessinée, parce que c'est comme ça, donc on reste là-dessus. Mais quand on est dans une discussion comme ici, je pense qu'on peut se payer le luxe d'être un peu plus spécifique et nuancé quand on parle de l'art séquentiel précisément, et de l'extraire de cette espèce d'univers où, quand on dit bande dessinée, les gens voient quoi? Ils voient Tintin, ils voient Astérix... Lucky Luke, et il voit Bilal, ou ce qui leur tombe sous les yeux le plus souvent dans les librairies, et ce qu'ils ont l'habitude ou envie de lire, Titeuf, etc. Entre Titeuf, Bilal et Harvey Kurtzman ou Will Eisner, on n'est pas du tout dans les mêmes univers, ni même dans les mêmes stratégies narratives. Donc il me semble que là, on est vraiment sur des grosses différences. Ce que fait Johanna, ce que fait Gegner, ce que fait Kiehlhofer, ça n'a rien à voir, même si on peut... ce que font les mangaka, ça n'a rien à voir avec ce qu'on se représente en général dans l'opinion publique ou dans la culture, la première appréhension. Voilà. Donc, il faut faire savoir au public que la bande dessinée, c'est un terme générique, valise aujourd'hui, et qu'il faut vraiment être très spécifique sur ce dont on parle. On a bien noté. Alors, Johanna, on a vu que dans votre parcours, vous avez été plusieurs fois confrontée à l'institution. Je rappelle que le thème de ces rencontres est l'auteur et l'institution. Alors, quel est votre rapport, par exemple, avec le musée? On peut parler de la Maison des auteurs, mais quel est votre rapport avec le musée, qui est la face la plus émergée de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image? Alors, ça dépend de quelle casquette. Avant que j'arrive ou depuis que je suis arrivée, Johanna? Je vais essayer de répondre à tout, surtout que ça dépend vraiment des casquettes, en fait. En tant qu'autrice, on va dire. En tant qu'autrice, on est auteur, autrice et lecteur-trice, donc on est forcément... C'est pas toujours le cas, hein. C'est pas toujours le cas. Sans doute, c'est, on va dire, c'est presque de moins en moins le cas. En tout cas, ça, c'est très subjectif, parce que j'ai pas du tout, j'ai pas lu une étude vraiment approfondie sur la question, mais je le vois plus du point de vue, effectivement, aussi de quelque chose que Anne-Hélène évoquait, c'est-à-dire l'idée que, moi j'emploie la bande dessinée, quand je l'emploie au singulier, c'est la bande dessinée comme médium. La bande dessinée comme médium, elle est associée à une image assez vague, mais très globalisante. Et que derrière, on va dire, aujourd'hui, et ça c'est plutôt quelque chose que je trouve assez bien, quand on est artiste, jeune auteur, ou peu importe, même photographe, j'en sais rien, on se sent libre de s'exprimer à travers ce médium-là. Voilà. Et ça fait suite à toute cette liberté et toute cette diversité et ces décloisonnements qui ont déjà commencé dans le passé, mais qui se poursuivent. Donc effectivement, aujourd'hui, je pense, et je le vois dans les jeunes candidats, on va dire, à l'entrée de l'école où j'enseigne, la BD-philie n'est plus la même. Mais je pense que de ma génération, on était encore très inscrits là-dedans.
Et notamment, et là j'aimerais commencer par ça parce que je pense quand même que c'est un élément très fort, lorsque j'étais moi-même étudiante donc à Angoulême, on va dire à la fin des années 80, début des années 90, les expositions d'originaux de bande dessinée produits à ce moment-là, d'ailleurs c'est une période aussi historique pour les expositions de bande dessinée qui a d'ailleurs été accompagnée très fortement par le musée. On pense évidemment aux scénographies de Lucie Lhomme et puis bon, d'autres... Grande exposition voilà. Moebius, fin des années 90, qui avait marqué les énorme. esprits. Et, mais aussi Bilal, Max Cabane, enfin bon, on peut tous les citer. Et c'était, je dirais, c'était un enseignement supplémentaire par rapport à ce que... parce que par rapport à notre pratique, et je pense que c'est encore le cas, en tout cas c'est ce que j'essaye moi d'insuffler là avec ma casquette, pardon, j'arrive pas à garder ma casquette d'autrice uniquement, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de séparation, donc quand je veux travailler avec mes étudiants, c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire vraiment de leur faire prendre conscience de qu'est-ce que c'est que cet objet insolite, qui maintenant est aussi un objet de collection particulier, de spéculation, qui est la planche originale, le dessin original destiné à la publication en vue de produire une bande dessinée pour un support de publication, souvent encore fait sur papier et sans doute de moins en moins dans les temps à venir. Mais en tout cas, de se rendre compte de ce que c'est que cet objet-là, et de se former et de former son regard à travers cela. Donc je dirais que effectivement ma première relation avec cette institution est celle de l'autrice-lectrice et donc celle qui transmet. Donc par rapport à ça, celle qui apprend à regarder, qui réapprend aussi à chaque fois à regarder les planches, les travaux des autres artistes, et puis évidemment donc de transmettre. Dans un second temps, j'ai eu la chance, parce que effectivement le musée s'ouvre depuis quelques années, et je pense que ça va vraiment se poursuivre avec l'arrivée de Anne-Hélène Haug, s'ouvre notamment à des artistes, des propositions d'artistes, des propositions d'auteurs, mais aussi beaucoup à la scène angoumoisine, parce que là aussi, on est dans... voilà, vous parliez du pôle image, mais ça, c'est un peu le versant institutionnel. Mais il y a toute une communauté d'auteurs et d'autrices qui s'est créée au cours des années, notamment grâce à l'école de bande dessinée, mais aussi pour d'autres raisons, avec la Maison des auteurs. Effectivement, l'attractivité, on va dire, de la ville d'Angoulême a augmenté. On a encore vu récemment des nouvelles maisons d'édition s'installer. Il y a un support aussi, une aide, notamment de Magélis qui gère ce pôle image, qui est la structure, on va dire, qui gère ce pôle image mixte, ouais, public-privé qui gère ce pôle image, donc de soutien non seulement aux jeunes auteurs, mais aussi aux structures éditoriales. Et donc aujourd'hui, notamment avec la New Factory, qui est un lieu, on va dire, d'expérimentation, un atelier de sérigraphie, un lieu d'événement. La cité s'est ouverte, mais aussi le musée. Et donc, avec ce collectif, donc In Wonder, où on est 4, deux jeunes artistes, auteurs, un plasticien et moi-même, à travailler, on va dire, sur la sortie de l'album, la bande dessinée sortie de l'album, à travers un certain nombre d'éléments, on va dire, visuels et structurels du récit de bande dessinée. On a pu faire une exposition donc, dans une des salles du musée. Alors on parlait, je me rappelle au début du
du polymage, une forme de Silicon Valley de la bande dessinée, du dessin animé. Il y a des prises de parole qui sont régulièrement portées par des hommes politiques, notamment également autour de ce nœud que constitue le Festival d'Angoulême à la fin du mois de janvier. Quels sont vos rapports justement avec, alors là pour le coup, l'institution politique? Anne-Hélène? Oui, alors... Vous disiez que, d'accord, le combat pour la reconnaissance de la bande dessinée pouvait être dépassé, mais alors comment ça se passe justement au niveau des élus? Alors, c'est une question piège? Non. mais c'est pas seulement au niveau des élus qu'on a un problème aussi de catégorisation de la bande dessinée. Il y a des gens qui continuent à penser, mais finalement, est-ce important qu'ils continuent à le penser, puisque nous n'avons, à mon avis, maintenant plus qu'à faire la démonstration qu'ils se trompent. C'est pas compliqué, je veux dire, on avance, on fait notre chemin, et puis ils seront bien mis devant l'évidence à un moment de l'importance et du rôle du phénomène. Oui, pour beaucoup, la bande dessinée, c'est le truc des illettrés. Et je dirais que même pour certains éditeurs, la bande dessinée, c'est le truc des illettrés. Il y a même des grands éditeurs la manière qui n'en dont lisent ils pas. instrumentalisent la bande dessinée pour finalement la plier ou la mettre au service d'eux. Ce qu'elle a été d'ailleurs à un moment, je veux dire, l'image séquentielle, le récit par l'image, on va dire ça. Le récit par l'image, depuis l'Antiquité, est une stratégie pour parler et accompagner finalement un discours qui ne peut pas circuler par l'écrit, hein, puisque l'écrit, c'était trop cher. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans ce système-là. Je dirais que l'album précède la monstration de l'original, un peu comme le CD vient avant le concert, si vous voulez, donc, ou la radio vient avant le concert. Mais ce rôle avec le rôle, par exemple, les rapports entre la cité et le festival sont bons. Ça n'a pas toujours été le cas parce qu'il y avait vraiment des questions de stratégie locale, d'enjeux aussi. De poser Moi, je connais assez mal cette histoire-là et je suis assez contente de la connaître. Je préfère travailler avec les gens qui sont hic et nunc, qui sont là aujourd'hui, qui ont envie qu'on fasse des choses ensemble. Mais la cité doit exister en dehors du festival. Il y a 4 jours de festival, il y a 365 jours dans l'année. Et la cité, c'est un service public. Hein, elle est là pour tout le monde et elle est là pour les chercheurs, mais aussi pour les jeunes scolaires, pour les familles, pour les petits, les enfants, etc. Et on ne peut pas mettre entre parenthèses la visibilité de la cité ou son identité le reste de l'année. Donc il est clair que nous allons renforcer la politique d'exposition, de publication, de médiation, etc. Sur le restant de l'année également. Je précise, parce que vous m'aviez posé la question, la bibliothèque de la Cité a un fonds patrimonial qui a plus de 250 000 imprimés, premières éditions, originaux, etc. Le musée a environ 13 000 planches originales et autour de ça, il y a encore des objets, il y a aussi une bibliothèque de prêt. La bibliothèque, c'est aussi une bibliothèque publique de prêt. Donc nous ne sommes pas... je dirais que c'est une institution unique en Europe. Il faut le souligner. Comment fonctionne l'acquisition des planches originales? Il y a beaucoup de dons? Alors, il y a beaucoup de dons. Exactement, il y a beaucoup de dons. Et ces dons sont faits à la ville d'Angoulême qui dépose, qui est donc propriétaire des collections, et les collections municipales, donc, et qu'elle dépose au musée. Donc le musée, c'est une exception, hein, je dois dire. Le musée n'a pas de collection en propre. C'est la ville d'Angoulême. C'est-à-dire que si le musée un jour devait déménager, il n'aurait plus ses collections. Ça m'amène à une réflexion qui va nous permettre peut-être de revenir un petit peu plus ici et maintenant pour reprendre vos propos, puisqu'on est au salon du dessin contemporain. Alors le statut de la planche de bande dessinée est un statut très particulier. Et d'ailleurs, dans les propos de Johanna tout à l'heure, il était question de la surproduction qui vient du fait des éditeurs qui majoritairement publient des albums de bande dessinée qui se doivent d'être présents sur les marchés et disons plus présents que leurs concurrents, c'est-à-dire qu'il y a une certaine forme effectivement de production aléatoire qui s'est terriblement développée lors de ces 10 dernières années. Mais le statut de la planche, de l'original tel que celles qui sont présentées ici dans l'exposition et qu'on voit un petit peu défiler derrière moi, est un statut très particulier qui m'amène à vous interroger toutes les deux sur justement ce statut-là. Auparavant, Franquin disait les planches originales ont marché dessus. Alors, c'était pas tout à fait le... Disons que c'est un master
qui se traduit dans l'impression de bande dessinée, un petit peu comme quand vous évoquiez la question du CD pour la musique. Mais les différents statuts sont quand même assez différents. Pour vous, c'est quoi la grande différence, Anne-Hélène, entre le dessin de bande dessinée, pour dire les choses plus clairement, et le dessin contemporain? Cette forme de langage qui passe par la main, le crayon et le papier. Pour moi, il n'y en a pas. La bande dessinée, c'est du dessin contemporain. C'est comme ça. Vous en tirez par une pirouette d'or sémantique. Non, parce que c'est une question clé pour moi. C'est une question très importante. C'est du dessin d'art contemporain. Seulement, il s'inscrit dans une stratégie narrative séquentielle. Voilà. Et donc, la bande dessinée fait sens parce qu'elle est destinée à raconter en images quelque chose. Une aventure, voilà, elle prend un sujet. Et l'idée, c'est la séquence, la suite, c'est-à-dire un discours organisé dans l'espace de plusieurs feuilles et qui est destiné à faire livre. C'est quand même une différence d'importance. Ce qui fait la différence, c'est, si vous voulez, sur le marché, vous vendez une planche de bande dessinée, c'est aussi intéressant à mes yeux que si vous vendiez une page d'un manuscrit. C'est-à-dire, ça dit rien sur l'œuvre et ça dit rien sur l'artiste. J'aimerais que les artistes voilà, et que les galeristes comprennent ça aussi. L'intérêt, c'est la séquence pour la bande dessinée. Là, je verrai la différence avec le dessin contemporain, ou dit d'art contemporain, dont on voit d'ailleurs dans l'exposition aujourd'hui de très beaux exemples, qu'effectivement, on peut acheter parce qu'on aime le dessin, parce qu'on veut l'avoir sur son mur, etc. Enfin, c'est une vraie difficulté, Anne-Hélène. Ah, c'est une vraie difficulté économique. Dans un chef-d'œuvre de la bande dessinée publié en album, une planche, c'est compliqué. Mais bien entendu que c'est compliqué. Alors, vous pouvez être dans une planche qui vous montre une virtuosité particulière, et puis ça a du sens de montrer le croquis à côté, etc. C'est-à-dire que quand même, l'artiste qui élabore une œuvre narrative, lui, est éventuellement scénariste, qui va lui faire son texte, parce qu'on peut être deux, on peut être plusieurs pour faire des bandes dessinées. Il y a quand même un travail de réflexion sur le récit, sur la narration, qui n'est pas du tout présent de la même manière. Il y a une narration dans une seule image, on est complètement d'accord. On le sait depuis l'Antiquité, là encore. Donc c'est pas, je veux dire, il faut remettre la bande dessinée, il faut la désenclaver d'un statut spécifique isolé et lui redonner la place qu'elle a dans les démarches artistiques, dans l'histoire de l'humanité. La narration par l'image, ça commence, voilà, on trouve ça à Lascaux, on trouve ça, voilà. On cite aussi parfois la tapisserie de Bayeux qui est partie en Angleterre. Et la broderie de Bayeux est exactement une façon de raconter par l'image. Vous avez déjà au XIVe siècle des livres comme la Biblia Pauperum qui racontent la Bible par l'image entièrement, pour justement s'adresser aux gens qui ne savent pas lire, parce que le livre c'était cher et que l'image et quand vous étiez dans une église, vous aviez le prêche et vous aviez les sculptures autour et l'un éclairait l'autre, et donc c'était une façon de pallier à la difficulté, à l'absence de livres et à l'absence de savoir lire. Aujourd'hui, tout le monde devrait pouvoir savoir lire, donc l'art du récit, image et texte a totalement liberté. Bon, je vais passer sur en tant que médiologue, je passerai sur les différents, comment se sont articulées en fait les mises en place formelles de la bande dessinée dans l'histoire, où là je diverge avec certaines personnes qui parlent justement de la bande dessinée comme si elle avait été une espèce de génération spontanée à un moment, etc. Il y a vraiment des exemples très anciens de bande dessinée et qui sont absolument articulés et absolument clairs, historiquement reconnaissables, etc. Mais que fait le musée pour, finalement, quand on nous donne deux planches? C'est un très bon exemple. Tout à l'heure, j'étais avec il y a quelques jours, j'étais chez un auteur récupérer des œuvres. Quand il nous a proposé de nous donner des œuvres, j'ai dit, écoutez, moi, c'est simple, ça commence à être intéressant quand il y a au moins 3 planches qui se suivent, quand on a les croquis génériques et quand on a une idée de comment ça s'est fait. Voilà. À une époque, une peinture intéressait fini. Le dessin qui l'avait précédé restait dans les cahiers que ce soit Degas, que ce soit Brandon, que ce soit n'importe quel Delacroix, etc. Et donc après la mort de l'auteur, on bradait l'atelier par l'eau
entier de dessins. Et aujourd'hui, les musées s'arrachent les croquis, les études, les carnets, etc. Pour rien, on vendait ces ateliers. Les plâtres des sculptures étaient entreposés dans des endroits humides, dans les caves des musées. Et c'est pour ça qu'on a perdu beaucoup de plâtres de sculptures. Donc, on peut dire que le dessin de la bande dessinée, pour beaucoup d'artistes, et même encore maintenant, n'a pas d'importance puisque dans leur esprit, la finalité, c'est la publication de l'album. C'est ça qui est tangible. C'est là qu'ils sont visibles à leur sens. Et ils ont raison, parce que c'est lié tout à fait à l'essor de la presse, de l'imprimerie et au rapport économique, technique, contenu, etc. Et à cet égard, les artistes sont complètement logiques. Ça ne leur sert à rien d'avoir un récit en bande dessinée original s'ils n'ont pas la publication à la fin. Parfois, il y en a qui aiment bien garder tout leur album. Donc, pour les 3 planches, ça va être compliqué. Oui, mais ils sont très rares. Il y en a. Par exemple, quand j'ai fait l'exposition avec Marcel Gottlieb, il avait tous ses originaux, pratiquement. Oui. Donc, on a tout eu. Voilà. Quand vous travaillez avec certains auteurs, ils ont tout conservé. Goscinny avait tout gardé. Oui, mais c'était pas. Il avait quelques dessins, mais il avait tous ses tapuscrits. Il avait tous ses scénarios. Des tas de courriers aussi. Absolument. Et chez Kurtzman, pratiquement, je prépare une expo sur Harvey Kurtzman. On a beaucoup de choses qui sont dispersées. Par contre, le Foncalvo, le musée a pu acheter un ensemble de plus de 600 pièces du Foncalvo. Avec Moustache et Trottinette. Voilà, Moustache et Trottinette et l'album de Rosalie. Voilà. Donc il y a aussi une expo en préparation là-dessus. Ah ben c'est bien, on connaît un peu le programme. Voilà, oui, non, mais il y a un programme, il est en train de se faire. Il y a une exposition sur Futuropolis aussi, tout ça prévu pour Futuropolis, l'éditeur. L'éditeur, puisque Étienne Robial va donner ses archives à la Cité. Et donc, on travaille sur différents fronts, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'à la fois, le rôle du musée, c'est de récupérer, de sauver ce qui peut être sauvé, qui témoigne d'une activité et même d'existence d'artistes qui n'ont pas laissé de traces aujourd'hui dans notre mémoire, qui ne sont pas recorded, qui ne sont pas enregistrés dans notre panorama, on va dire, ou dans nos fichiers d'artistes ayant fait trace. Mais ces artistes-là ont fait œuvre dans la presse quotidienne de la fin du 19e, du début du 20e siècle, même des années 50. Ils ont disparu, on ne sait plus ce qu'ils ont fait. Et quand on arrive à tomber sur des fonds, on les achète, on ne se pose pas trop de questions. Donc il y a acquisition, il y a don, et on essaye. Voilà. Mais il y a des planches dont nous savons que nous ne pourrons pas avoir 3, 4 planches ou 10 planches d'une œuvre à l'achat. Et les galeristes le savent d'ailleurs, puisqu'ils préfèrent vendre planche après planche, alors qu'ils ont des séries. Ils ont la séquence. Parce qu'ils se disent, finalement, pour l'artiste et logiquement pour eux, comme intermédiaires, qui font leur boulot de galeriste, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué de faire un lot. Et on voit ça, toutes les maisons de vente aux enchères, par exemple, en sont l'illustration. Soit ils font des espèces de gros lots et c'est bradé, et ça les embête, parce que finalement, le vendeur et le galeriste ou le commissaire priseur n'a pas vraiment avantage à ça. Soit on laisse partir petit à petit les fonds, etc. Et on comprend très bien que les artistes ont besoin de ça pour vivre, puisque le monde de l'édition, la production, on était en train de partir là-dessus, a fait un bond absolument incroyable dans l'édition, et qu'il serait peut-être temps d'être un peu dur aujourd'hui quand on regarde les albums édités. Leur qualité, vous voulez dire? Mais absolument. Je pense qu'il faut développer une critique. On ne peut pas accueillir toute bande dessinée comme un enfant nouveau-né, miraculé, etc. C'est fini. On est dans un marché et il faut avoir des critères. Anne-Hélène, je précise que la plupart des grosses ventes aux enchères, mais vous le savez, se font surtout sur des auteurs de bande dessinée et artistes décédés, qui n'en ont pas besoin pour vivre et qui font l'objet d'une terrible spéculation. Non, mais il y a quelques auteurs qui vendent, ça c'est sûr, des auteurs contemporains, mais c'est quand même une minorité. Vous, Johanna, quel est votre sentiment à ce sujet? Vous conservez vos originaux? Vous vendez vos originaux? Vous avez acquis des originaux? J'aimerais aussi revenir, mais je vais déjà répondre à la question, puis je reviendrai sur la question le statut. Posée. Non, de la différence entre le dessin possible ou non, effectivement. Je pense que
Anne-Hélène avait une position très, très ferme et très, voilà, qui moi m'intéresse aussi beaucoup, à laquelle je souscris, du fait qu'il n'y a pas de différence. Mais je reviendrai sur la question parce qu'elle est un peu, enfin, elle contient, voilà, sa propre difficulté. Revenons d'abord à la question précédente, les planches originales. Alors, moi, pendant toute la période où j'ai produit vraiment pour l'album, donc avec ce rythme de publication annuelle quasiment, j'ai fait un travail, ce qu'on appelle en couleur directe. Et j'ai analysé ça aussi par la suite comme étant une volonté, en fait, de manier deux choses qui ne sont pas toujours évidentes à manier, qui est à la fois la passion du récit et la volonté réelle de dire certaines choses. Donc vraiment, on va dire, l'autrice de bande dessinée comme écrivaine. Et voilà, aussi mon penchant, ma qualité de plasticienne. Et donc, tout un rapport, on va dire, à la couleur, à la texture, à des choses qui sont beaucoup plus, on va dire, enfin, qui sont en fait d'une nature autre et que l'on retrouve dans la bande dessinée, mais qui vont bien au-delà du dessin en fait, et que j'ai pu davantage exprimer donc plus récemment avec ce collectif In Wonder, où en fait ce rapport au dessin s'est traduit pour moi par une volonté de travailler avec du textile. Bon, je pourrais faire un long chapitre là-dessus, c'est pas l'objet, mais c'est passionnant. Merci. Je le dis parce que c'est vraiment, ouais. Vraiment super intelligent et vraiment créatif, très, très innovant. Merci, merci. Mais donc quelque part, à l'origine, ces planches de bande dessinée sont des mini-peintures. On me disait, enfin, des gens faisaient des remarques du style, ah oui, mais c'est comme, vous avez tant de cases et c'est plein de petits tableaux, etc. Bon. Donc voilà, donc effectivement, il y a une qualité et par la technique utilisée, c'est du papier épais, ce sont des matériaux, parfois j'ai utilisé des encres de moins bonne qualité, mais généralement, voilà, ce sont soit des gouaches, soit de l'aquarelle, soit de l'acrylique, mais de bonne qualité. Donc forcément, la matérialité de cet objet-là est précieuse et a fortiori, donc, certaines personnes sont venues vers moi. J'ai participé aussi à des ventes aux enchères. Et donc, ce sont ces originaux rentrent dans les originaux à collectionner, entre guillemets. Mais en voyant effectivement sur tous les premiers albums que j'ai pu faire l'espèce de dissociation en fait de l'œuvre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement on vient prendre les bonnes planches, bon, j'ai des anecdotes aussi là-dessus, des acheteurs, notamment de la librairie Petit Papier à Bruxelles, qui maintenant sont devenus des acheteurs avec voilà, une galerie ayant pignon sur rue, mais à l'époque qui commençait, on va dire, dans ce métier d'acheteur et de revendeur de planches, me disaient, oh, mais je leur montrais plein de planches et ils me disaient, oh, on prend ce que vous voulez bien nous vendre, en fait. Et ce que je trouvais très étonnant, parce que je me disais, ils vont repérer la planche qui est beaucoup plus intéressante, parce que justement, elle est dans un nœud du récit, ou parce que justement, ça fait partie d'une séquence, comme un espèce de chapitre à l'intérieur de l'histoire. Donc, ils vont voir que là, il y a peut-être quelque chose de plus intéressant par rapport au reste. Or, je me rendais compte qu'ils n'avaient pas ce regard-là, que quelque part, j'avais un regard plus expert en tant qu'autrice que eux-mêmes, mais je pense aussi que c'est parce que, voilà, je parle peut-être de 2001, 2002, donc à un moment donné aussi où cette activité s'inventait. La mythologie de la vente d'originaux bande dessinée précise que Hubert Ibren, à ses débuts, achetait au kilo des pages de bande dessinée américaine. Voilà, ça ne doit pas être tout à fait vrai. Voilà. Donc,
Donc bon, ça c'est anecdotique, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, ça vient illustrer un peu aussi ce rapport à la planche qui n'a pas toujours été ce qu'il était. Et puis ensuite, donc j'ai souhaité pour certains albums garder l'intégralité, tout en ayant aussi des retours et finalement en prenant des risques, parce que quelque part, j'ai pas complètement joué le jeu. À un moment donné, je me suis arrêtée et j'ai dit, je ne souhaite plus ni vraiment rentrer dans ce marché-là, parce que tel qu'il est ne m'intéresse pas complètement. Je rejoins en ça, je sais pas, aussi des collègues ou des confrères qui, eux, ne souhaitent pas du tout y aller. Et ont pris également des risques parce que quelque part, évidemment, la vente aux enchères, le marché donne des cotes et permet aussi effectivement d'avoir un second revenu. Bon, bref, tout ce qu'on a déjà dit. Et donc, j'ai préféré garder, à partir d'une certaine date, certains albums complets, en estimant effectivement que l'œuvre totale était l'album, c'est-à-dire vraiment toute la séquence. Et ça me permet en fait de raccrocher à deux autres choses qui ont été dites. D'abord, effectivement, cette question qui, je pense, c'est impossible de répondre. Quelle est la différence entre, à part effectivement en prenant une position un peu militante, de dire il n'y a pas de différence entre le dessin contemporain et le dessin de bande dessinée ou la planche de bande dessinée, puisque c'est du dessin, c'est contemporain. La bande dessinée est dans la contemporanéité de l'art. C'est un peu difficile à dire. Je préfère le dire comme ça, même si c'est compliqué à le formuler, que de dire que c'est un art contemporain, parce que là aussi, l'art contemporain, qu'est-ce que c'est? Il y a des arts contemporains, enfin bref. Là, on se retrouve dans une difficulté aussi un petit peu intellectuelle du même ordre. On sait ce que c'est qu'une planche de bande dessinée quand on parle d'un original dessiné sur papier. C'est un objet physique. Le dessin contemporain, c'est un domaine extrêmement vaste qui interroge le dessin et la place du dessin aujourd'hui dans des questions esthétiques et des questions artistiques. Oui, et techniques, mais c'est un ensemble très vaste. C'est-à-dire ça peut aller aussi vers le dessin live, la performance donc, mais aussi des choses qui se rapprochent de questions d'écriture. Bon. Donc, j'ai envie d'y répondre plutôt du point de vue de la dessinatrice. De la dessinatrice écrivaine, puisque, effectivement, comme on est dans du récit, on raconte. Et ce qui, moi, m'a toujours gênée, c'est-à-dire qui a été un nœud dans mon travail, quelque chose que je suis en train de résoudre, aussi par le fait que j'ai basculé ma pratique vers des sujets qui ne sont pas forcément des sujets de récit, de fiction, mais plutôt le récit de rêve ou la sortie de l'album, c'est que le dessin, on va dire, séquentiel, comme le disait Anne-Hélène, qui est destiné à un récit, qui soit un récit feuilletonesque ou un récit romanesque, pour l'album ou pour la publication, on va dire, en magazine, est un dessin que moi je dis volontiers assigné à résidence. Et cette assignation à résidence fait que il a, par certains aspects, une fonction utilitaire. Et le fait de déconstruire la case, d'exploser la planche, d'enlever un certain nombre de codifications graphiques ne suffit pas à l'extraire de cette assignation. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand on voit effectivement tous ces artistes de bande dessinée qui sont aujourd'hui, on va dire, nos grands maîtres, qui sont ceux qui vont être portés et qui ont été les premiers aussi à être reconnus comme des artistes à part entière. Je pense notamment à des gens comme Druillet ou évidemment Möbius. Enfin, donc vraiment Möbius, donc Jean Giraud avec son avatar Möbius. Ce sont des gens qui, parce qu'ils publiaient aussi dans des magazines à une époque où il y avait une certaine libéralité sur ce qui était raconté, s'extrayaient en fait
du récit, on va dire, qui se voulait avec un contenu efficace, etc., pour délirer clairement sur le dessin. C'est-à-dire que finalement, le sujet devenait prétexte à. Et la difficulté aujourd'hui, mais qui est une difficulté super intéressante, c'est que avec le roman graphique, quelque part, on va revenir vers le contenu littéraire. Et ça a été aussi un gain énorme pour les créateurs d'avoir cette reconnaissance littéraire, mais en même temps, je dirais que pour certains, ça a été aussi l'occasion de peut-être moins délirer au niveau du dessin. Ça n'empêche que ça reste intéressant, mais d'avoir un dessin qui, pour certaines générations, est un dessin croquis. Un dessin qui va déjouer l'utilité, qui va déjouer l'assignation à résidence pour vraiment se marier complètement avec une écriture. Alors, merci Johanna. On a pas mal parlé de séquences. J'aurais aimé qu'on développe une forme de séquence liée à la bande dessinée féminine, si tant est que ça puisse exister, mais pardonnez-moi, dans mes questions, je suis obligé d'être un peu bref. Mais le temps ne va pas nous le permettre. Cela dit, je trouve que votre présence et votre éloquence à toutes les deux est un signe en soi. J'aimerais, pour terminer cette rencontre, peut-être que ça a été évoqué à demi-mot par Anne-Hélène, mais que, assez brièvement, si vous pouvez, vous fassiez état de vos différents projets. Alors, Anne-Hélène, j'ai entendu donc Exposition Futuropolis, tout Futuropolis ou la première période Robial? Oui, c'est la période Robial, oui. Et j'ai entendu aussi une oui, autre oui, exposition c'est vraiment l'histoire, la monographique. constitution par Robial de la librairie et de la maison d'édition. Avec Florence Sestac. Avec les archives, avec Florence Sestac et Étienne Robial. C'est Jean-Pierre Mercier qui va accompagner Étienne Robial et Florence Sestac dans cette aventure-là. C'est prévu pour quand ? Alors, c'est prévu pour janvier 2019. D'accord. Et en même temps, il y aura Calvo, que j'organise. Je suis plutôt une historienne, alors... Puis les gens, comme je le redis, je ne suis pas une spécialiste de la bande dessinée. Je ne suis pas non plus, je ne dévore pas tout ce qui sort, je ne rencontre pas tous les artistes qui émergent, etc. Pour l'instant, je suis plus en retrait. Avec Calvo, il y a quelque chose d'essentiel à explorer, qui est la fable animalière, le rapport à la métaphore. Et bien sûr... La relation entre le texte et l'image. Absolument. Alors en réinscrivant Calvo dans une tradition européenne, artistique et littéraire très ancienne et moralisante, on va dire, très ancienne, depuis le roman de Renard jusqu'à, etc., Ésope même, bon, et quand même en allant jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire quid de la métaphore animalière dans la bande dessinée contemporaine, de mettre en avant quelques artistes. Par exemple, hier, j'ai rencontré Félix Delep qui publie chez Casterman sous la direction de Benoît Mouchard, un petit travail magnifique qui s'appelle Le Château des animaux et qui m'a montré, c'est sous forme de journal. En plus, donc la forme là aussi est aussi intéressante, format Libé à peu près, en couleur. Et je lui ai demandé, je dévoile des choses comme ça, mais je lui ai dit voilà, ça m'intéresse. Travailler sur des interprétations de la ferme des animaux, etc. C'est-à-dire voir comment aujourd'hui les artistes utilisent certains types de regards, de langage pour exprimer des récits, mais aussi travailler sur la forme, travailler beaucoup sur l'art, sur le trait, la couleur, etc. Où innovent-ils ? Que reprennent-ils ? Comment ils réinvestissent les choses ? Moi, ce sont des questions qui, en fait, animent toutes mes approches dans les expositions. Donc, Et vous parliez aussi d'une troisième exposition monographique, il m'a semblé ? Calvo, Futuro. Alors, avec Kurtzman, c'est pour plus loin. C'est un projet que j'ai depuis très longtemps, en fait depuis 2007. Et puis, bon, j'ai fait il y avait l'expo. Alors, je ne fais pas des expos de bande dessinée. À part lui, je fais des expos sur la bande dessinée. C'est-à-dire que c'est une façon de regarder l'évolution, un parcours d'artiste, un parcours de sujet, la construction de codes visuels, leur réinvestissement, leur retournement, etc. Avec l'exposition Goscinny, c'était un écrivain avant tout, mais qui était habité par le dessin
et par l'objet imprimé, puis par l'image animée. Donc c'était se pencher sur des aspects d'un homme en fait, qu'on ne connaissait absolument pas, d'une œuvre qu'on regarde toujours par le biais d'Astérix ou de Lucky Luke, et puis on connaissait très très mal des moments clés de son œuvre et de son parcours. Donc c'est redécouvrir, appeler à regarder autrement. Il va y avoir, là on continue sur des projets, une exposition mode et bande dessinée montée par Thierry Grunstein. Il y a les Arts Déco, je crois. Voilà, alors on reprend l'exposition Goscinny de la Cinémathèque en juin, puisqu'elle a été montée en coopération avec la Cité. Et il y a à partir de mai une exposition sur mai 68 qui explore les rapports de mai 68 et de la bande dessinée du début des années 60 avec justement les incidences que ça a eu sur la bande dessinée contemporaine. Donc ça va ouvrir dans un mois et demi, quoi. Donc on essaye de travailler, là aussi c'est Thierry Grunstein qui s'en occupe, et puis voilà, bon, je suis arrivée, on monte un programme, j'ai sans doute oublié des choses, mais et alors on fait 3 types d'expositions, je tiens à le dire aujourd'hui, les expositions patrimoniales, les expositions thématiques ou transversales qui permettent de traverser des périodes, des thèmes, des auteurs, etc., des formes. Et puis les expositions découvertes d'auteurs. C'est le cas de la bande dessinée du monde arabe, la nouvelle génération, où on montre tout un pan de la production, soit par l'image numérique, soit par le dessin lui-même, dans les pays arabes, d'auteurs qui travaillent, qu'on connaît très mal, qu'on connaît très peu, sauf quelques-uns. Zena Abirached en est une, enfin on peut en trouver 2-3 autres, mais dans l'ensemble, ce sont des gens qui travaillent dans une semi-clandestinité, qui sont surtout présents sur l'Internet et qui ont accompagné ce qu'on a appelé les printemps arabes, avec des positionnements critiques et un univers urbain qui n'a rien à voir avec l'univers traditionnel de ce qui était dit comics ou bande dessinée en Égypte ou ailleurs. Une tradition qu'on ignore encore d'ailleurs complètement. Oui. Il reste beaucoup à découvrir. Et vous, Johanna, vous m'aviez parlé d'un projet notamment sur le grand maître de la bande dessinée argentine, Alberto Breccia. Alors en fait, oui. Alors en fait, c'est pas directement ça. Je travaille avec une chercheuse, une jeune docteure en esthétique, s'appelle Laura Caraballo, qui est donc une spécialiste d'Alberto Breccia, qui, elle, prépare pour cette année une exposition sur Alberto Breccia, donc dans le cadre du Festival de Colomiers, donc à côté de Toulouse, mais je crois que l'exposition aura lieu à Toulouse même. Et dans quel cadre je travaille avec elle? C'est dans le cadre d'un projet de recherche, recherche-création, pour lequel j'ai été missionnée donc, pour l'École européenne supérieure de l'image, qui est donc voilà, l'institution, l'école dans laquelle je travaille en tant qu'enseignante, et qui vient tout juste de démarrer. On pose les premiers pas de ce projet, qui est un projet qu'on a appelé IL. IL, c'est l'acronyme, et qui est l'acronyme de Image liquide, écriture et système. Image liquide, pourquoi? C'est parce que justement, étant donné qu'on a souhaité, on va dire, aborder la bande dessinée du point de vue vraiment strictement des arts visuels, c'est l'inscription en fait de ce projet de recherche sur la bande dessinée à l'intérieur d'une école d'art. L'inscription dans le cadre des arts visuels nous a fait nous poser la question de la spécificité de l'image en bande dessinée. Et donc, c'est une image écrite, c'est une image écriture, c'est une image, certes, qui s'organise en séquence, mais pas uniquement. Et ce qui m'a intéressée, en fait, dans la notion de liquidité, c'est plutôt la qualité mutationnelle de cette image. C'est-à-dire que, et notamment par le fait qu'on est inscrit donc, dans le champ des arts visuels, on considère aussi la bande dessinée comme médium, partant sur d'autres supports, des supports d'installation. Donc on va travailler avec des artistes contemporains, notamment par exemple quelqu'un comme Francesc Ruiz ou Martin Vitaliti,
Et aussi, on aimerait travailler donc avec des chercheurs, des jeunes docteurs en bande dessinée, des éditeurs, et puis évidemment des auteurs, dessinateurs. Et l'idée donc de regarder comment la bande dessinée est en mutation aussi aujourd'hui vient renforcer cette idée de liquidité et aussi d'une séquence qui ne se déploie plus, on va dire, bon là je vais sur le terrain de Scott McCloud et des différentes formes nouvelles, on va dire, de séquençage de la bande dessinée, mais le séquençage, on le sait, n'est plus forcément soit vertical, soit horizontal, soit les deux, mais ce sont aussi des séquençages qui vont, on va dire, plonger à l'intérieur d'une image. Et donc là, on revient vraiment à cette idée de mutation et de transformation à l'intérieur de l'image elle-même. Bon, c'est assez vaste. Notre projet, c'est de travailler sous forme de saison. Donc la première saison, c'est... La thématique, c'est la publication comme processus de création. Et nous avons donc 3 doctorants qui sont inscrits donc à l'École européenne de l'image comme doctorants pour faire une thèse en lien avec l'Université de Poitiers, qui est notre partenaire. Et donc, ce sont des chercheurs qui ont un profil d'auteur. Il y a 2 hommes, une femme, Sabine Tessonnière, notre première doctorante, Hao Deng, qui est chinois, et Benoît Pretzey, qu'on connaît déjà puisqu'il est éditeur et auteur. Ensuite, donc ça, on va dire, c'est quand même une grosse actualité. Pour moi, c'est passionnant parce que je peux effectivement y amener, on va dire, tout le champ de mes recherches personnelles et surtout, on va dire, tout le travail intellectuel que j'ai commencé à faire quand je suis devenue enseignante, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment un lieu pour moi d'écrire, de réfléchir et de pratiquer. Donc c'est une énorme liberté et je trouve que j'ai une chance immense de le faire. Et en plus, là c'est le côté militant, je suis très contente que nous soyons 2 femmes à porter ce projet. Ensuite, dans le cadre donc, du collectif In Wonder, donc, nous avons eu une résidence l'année dernière pour faire une bande dessinée numérique qui est là sur des hybridations, on va dire, entre le langage de bande dessinée et le jeu vidéo. Enfin, il y a toute une dimension très ludique, on va dire, c'est une bande dessinée puzzle qui interroge, on va dire, de nouvelles façons de lire la bande dessinée. Et donc cette année, on va chercher un développeur, enfin on est déjà en contact avec un développeur pour en faire une application. C'est un petit peu long, mais voilà, donc pour l'éditer réellement. Et enfin, j'ai un roman graphique en cours déjà depuis un certain temps, pour lequel je suis allée en résidence à la Maison des Auteurs à Angoulême, et que j'aimerais vraiment finir dans un délai pas trop long maintenant. Voilà. Il y a déjà un éditeur ? Non, pas encore. Ok. Bon, tout ça est très passionnant, très vivace. Et je vous remercie à toutes les deux d'avoir bien voulu participer à cette rencontre et merci à vous d'y avoir assisté.